fantassins en pantalon rouge ont défilé à Paris devant la gare de l'Est, où le ministre des anciens combattants, M. Jean Saint-Denis, a commémoré le 50e anniversaire du premier départ des mobilisés. Le matin du 2 août 1914, l'ordre de mobilisation était apparu sur tous les murs de France. Aussitôt, le peuple français tout entier se mit debout dans son unité. Il n'y manquait même pas l'enthousiasme. Un enthousiasme extrême qui semblait porter des boulevards à la gare de l'Est ceux qui partaient. Imaginait-il vers quelle bataille? Un mois plus tard, les taxis de Paris porteraient vers un front devenu tout proche un renfort de 5000 combattants et l'invasion serait stoppée sur la Marne. Mais la guerre, le premier grand conflit mondial, durerait 4 ans. Dans cette lutte, 4 millions d'hommes seraient vite engagés. 4 autres millions devaient les rejoindre. Par dizaines de milliers à Verdun, les hommes tomberaient. Quatre années durant, chaque pouce de terrain perdu ou gagné allait se compter en vie suspendue, au creux d'une tranchée, dans une nappe de gaz. 1 400 000 hommes ne reverraient plus leur foyer, 1 million resteraient mutilés. 2 août 1914, une date inscrite en lettres de feu dans l'histoire de France, dans l'histoire tout court. Les rugbymen français sont décidément irrésistibles lorsqu'ils jouent en Afrique du Sud. Leur tournée chez les Springboks, considérés pourtant comme les meilleurs rugbymen du monde, s'est soldée par une série de victoires impressionnantes, 5 matchs gagnés sur 6 rencontres. Le plus important de ces matchs, celui que personne ne voulait perdre, ni les Français ni les Springboks, s'est déroulé à Springs. Et là, on ne s'est pas fait de cadeau. La rencontre a failli débuter en combat de rue, on a un peu laissé traîner pieds et poings au cours de la partie, mais on a quand même joué au rugby. À preuve, ce magnifique essai de débordement de l'ailier français Darouille. Et c'est encore Albaladejo qui ajoute les 2 points de la transformation. Albaladejo s'est taillé la part du lion au cours de cette tournée sud-africaine. À lui tout seul, il a marqué 34 points, dont 5 au cours du test match remporté par les Français 8-6. Si à la fin de la rencontre, le public envahit le stade, c'est moins pour acclamer les Français que pour marquer sa déception. La rencontre européenne des jeunesses ouvrières chrétiennes a groupé à Strasbourg 25 000 participants. Durant 3 jours, ces jeunes ont comparé les conditions de travail dans leurs pays respectifs avant de participer ensemble à la messe au stade de la Maeno. Strasbourg 1964, Rassemblement européen. Dans 1 an à Bangkok, prochain conseil international de la JOC. Tout le monde n'est pas en vacances. Dans les TUV des grandes villes, ceux qui sont restés ont épuisé la gamme des réflexes d'autodéfense. Certains préfèrent les réalités rafraîchissantes aux illusoires banquises, le propos de chacun étant de fuir ce monde où l'on transpire. C'est le grand chassé-croisé de l'été où ceux qui ont 30 jours devant eux croisent celui qui ne ramène que des souvenirs. La fleur de serre, liliale et chlorotique, croise la plante de plein vent, hautement pigmentée aux ultraviolets, l'estampille des vacances. Cette migration saisonnière est génératrice d'un important mouvement d'argent, le compte en banque tendant vers la marée basse, au fur et à mesure que s'amenuise le capital vacances. Au diable l'avarice, c'est toujours aux audacieux que sourit la fortune. Et l'an prochain, qui sait, peut-être partira-t-il lui aussi au volant de sa voiture. Ceux dont la route des vacances passe cette année par les célèbres vignobles du Beaujolais ne devront pas s'étonner si au lieu de leur proposer d'ouvrir une bouteille de derrière les fagots, on leur propose une boîte de derrière la cuve à mazout. Le vent du siècle vient de souffler sur une tradition pourtant solide. La mise en bouteille séculaire a fait place à la mise en boîte. Désormais, en effet, le Beaujolais aura droit à la boîte métallique, comme la bière ou le lait. Formule idéale, affirme-t-on, pour le campeur, voire l'alpiniste au flanc de la montagne. Il semble que la production s'oriente jusqu'ici prudemment, surtout vers l'exportation.
l'eau qui baigne les faubourgs de Paris devra bientôt abandonner son lit vieux de 140 ans. Le canal Saint-Martin vient d'être condamné par le Paris nouveau. Une route express lui succédera. Allant du nord au sud, autos et camions remplaceront les péniches. C'est encore le plus court chemin pour les marchandises depuis sa création en vertu d'une loi de Floréal en 10. La rivière d'Ourcq, qui l'alimente toujours, apportait au quartier un peu de la campagne. Aux journées de juillet, le peuple de Belleville et de Ménilmontant a retrouvé son courage le long de cette eau sombre. En juin 1848, les marronniers des berges saluèrent les corps tombés. Napoléon III ordonna par décret d'abaisser et de couvrir la partie du canal qui gênait en cas d'émeute les mouvements de troupes et les déploiements de cavalerie. Sur son toit, des jardins apparurent, des jets d'eau, des baies d'aération couronnées d'arbustes. Les quais désaffectés devinrent un boulevard enrichi de statues et d'un kiosque à musique. La moitié du parcours se fait dans un tunnel. Les péniches, une à une, sillonnent encore plus de 2 kilomètres réduits à la pénombre. Naviguer sous Paris, c'est encore se souvenir. Place de la Bastille, 1 millier de héros des 2 révolutions qui dorment entre les pierres semblent être ensevelis dans une cathédrale. À l'air libre, l'eau s'étale. Elle prend à sa charge les bateaux pour les mettre à niveau. Le canal en plein air entrecoupé d'écluses, avec ses ponts au ras de l'eau qui tournent sur eux-mêmes, exhale avec la rumeur vivante des choses le parfum d'autrefois. Riverains et passants s'accordent à sa vue quelques instants de rêve. Adieu l'hôtel du Nord et la chope des singes. Adieu la grange aux belles et le faubourg du Temple. Et nous disons adieu au canal Saint-Martin. C'est l'un de ces plus terribles mois d'août que Varsovie vient de commémorer, celui d'il y a 20 ans. La capitale de la Pologne s'était levée contre ses occupants. Cet acte héroïque lui coûta le meilleur d'elle-même, sa destruction, 200 000 morts. Silencieusement, Varsovie s'est souvenue de ces jours douloureux. La danse possède aujourd'hui une nouvelle étoile de première grandeur en Vladimir Vassiliev, qui répète à Moscou avec Ekaterina Maximova sous la direction de la grande Galina Ulanova. Le prix Nijinsky l'a placé cette année officiellement au rang des plus grands. Il suffit de le suivre dans quelques figures du ballet Laurentia pour être convaincu de la maîtrise à laquelle le jeune danseur a atteint. En pénétrant sous les ombrages d'un manoir d'Île-de-France, le cinéma a fait une recrue de choix. Le duc de Windsor, qui préféra voici 28 ans les beaux yeux de Mrs. Wallis Simpson au trône d'Angleterre, a accepté qu'un film tiré de ses mémoires retrace sa vie. Et pour faire bonne mesure, il a accepté d'y figurer.
13 jeunes ravissantes personnes se sont disputées à Miami Beach le titre de Miss Univers. Toutes avaient de sérieux arguments à faire valoir. Miss Grèce plus que les autres sans doute, puisque c'est elle que le jury choisit de couronner. Kyriakis Tsopei a 20 ans. On sera heureux de savoir qu'elle pèse 55 kg, mesure 1,73 m et fait 55 cm de tour de taille. Le clair de lune est en train de perdre ses dernières vertus. Incapable depuis longtemps de réveiller les vampires et les loups-garous, garde-t-il seulement un grain de poésie pour les amoureux? On est si réaliste aujourd'hui. Comme Méliès imaginait son voyage dans la Lune, on s'était volontiers prêté à son jeu. Voici les rencontres qu'il imaginait avec de mystérieux êtres lunaires relégués au rang d'amusement pour les enfants. C'en est fait de la poésie, des légendes et de la fantaisie, maintenant que l'on sait. Déjà l'Unique nous avait mis sous les yeux l'image de la face cachée de la Lune prise à 60 000 km. Ranger 7, avec les 6 caméras qu'il emporta de Cap Kennedy, a fait mieux. Il a ouvert la phase de l'exploration systématique de notre satellite. Avant de s'écraser sur la mer des nuées, il a transmis à la Terre plus de 4000 clichés de la surface lunaire. Les savants disposent maintenant d'un échantillonnage complet de photos d'une portion du sol lunaire prise entre 750 km et 300 mètres et qui permettent de passer de vues générales à des vues de détail. On peut désormais considérer que la grande aventure est commencée. Bientôt, d'autres engins auront pour mission de se poser sur la Lune. Et comme l'imaginaient déjà les Russes après le premier Spoutnik, de perfectionner l'exploration de la topographie lunaire. Avec cette seconde phase, nous ne serons plus loin du grand jour. Ce jour-là, des hommes exécuteront dans leur fusée le retournement exigé par l'alunissage. Et après la stabilisation de leur engin, ils ouvriront pour la première fois une porte sur le paysage lunaire. Pour les nouvelles générations qui savent tout cela, qu'est-ce qu'un misérable clair de lune quand on leur promet le clair de terre? Les organisateurs de voyages de noces ne seront sans doute pas les derniers à le comprendre. Répétition générale pour les nageurs français avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Ainsi, Gaude Vallès, au 100 mètres nage libre, est déjà presque certain d'être parmi les tout meilleurs à Tokyo. C'est avec beaucoup d'autorité qu'il a gagné le 100 mètres nage libre en 54 secondes 3 dixièmes. On le reverra peut-être sur le podium olympique comme ici au Touret. Mais la super vedette de la natation française, c'est toujours Kiki Caron, la jeune nageuse prodige. Le style de Christine Caron est inimitable, elle est souple, décontractée, et puis, en plus de cela, rien ne l'impressionne, pas même les meilleures nageuses du monde qu'elle rencontrera à Tokyo. Aux 400 mètres nage libre masculin, la génération de demain avec Francis Luis a déjà pris la relève. Francis Luis est à peine âgé de 17 ans. Par un curieux paradoxe, ce jeune nageur n'était pas né pour devenir un champion de natation, c'est la natation qui a fait de lui un champion. Il a en effet appris à nager parce qu'il était malade, pour corriger certaines déficiences physiques. Aujourd'hui, il est champion de France du 400 mètres et recordman de la distance par surcroît. Épreuve de qualification pour les championnats d'Europe en Belgique de ce sport qui fait fureur sur les plages belgo-hollandaises. Ces voiliers des plages qui ne quittent jamais la terre ferme naviguent sur le sable à des vitesses impressionnantes. Par bon vent, ils peuvent atteindre 100 km à l'heure. Et pour qu'ils s'accrochent mieux au sol, ils sont lestés de sacs de sable. C'est presque aussi beau à voir qu'une course de véritable voilier. Au reste, c'est presque aussi dangereux. Et là, quand le navire chavire, ça fait mal. Ce genre d'accident n'est pas rare, mais il reste toujours assez de concurrents pour poursuivre la course. Quand le vent baisse un peu pour gagner de la vitesse, les concurrents se délestent de leur sable et c'est alors qu'ils filent par leurs propres moyens aussi vite qu'une voiture. Le vieux rêve d'Icare est désormais à la portée de Monsieur Tout-le-Monde, à condition toutefois qu'il en ait les moyens. Il suffit pour cela de posséder un carré de toile monté en forme de cerf-volant et un canot automobile. Ce n'est tout de même pas à la portée de toutes les bourses. Quoi qu'il en soit, les Américains que rien n'arrête sont de fervents adeptes de ce nouveau sport baptisé ski volant.
volant, à condition qu'on reste en l'air, bien entendu, et ça, c'est le risque du métier. Un métier sérieux au demeurant, puisqu'il s'agit en fait ici des championnats américains qui se déroulent au Texas, mais quand on est un champion comme ce concurrent, on peut tout se permettre. Nul doute que ce sport finisse par conquérir un jour le monde. Il est beau d'avoir pu revenir du bord de l'abîme, mais nous avons trop risqué d'y être engloutis pour ne pas faire désormais ce qu'il faut pour nous garantir. Ce sont des moyens modernes de dissuasion et de défense qui seuls peuvent mettre la France à même d'être forte et écoutée. C'est en ces termes que le général de Gaulle s'est exprimé à Toulon à l'issue d'un pèlerinage sur les plages où 20 ans plus tôt, jour pour jour, protégée par les escadres et les aviations alliées, l'armée française retrouvée engageait une bataille décisive. Au Dramont où débarquèrent dans la nuit du 14 au 15 août les commandos de la 36e division américaine, le président de la République a été salué par des détachements américains et britanniques en présence d'un grand nombre de vétérans français et alliés venus revivre les heures de souffrance et de gloire qui furent leur lot il y a 20 ans. Sur chacun de ces hauts lieux âprement disputés, dans chacune de ces nécropoles qui jalonnent la route victorieuse de la première armée française, le général de Gaulle s'est recueilli. Hommage à ceux qui, n'acceptant pas le désastre et l'abaissement, avaient tant attendu ce jour plein d'espérance qui devait être leur dernier jour. À l'aube du 15 août 1944, un déluge de fer et de feu s'abattait sur les défenses de la côte varoise entre Cannes et Toulon. 10 semaines après le débarquement de Normandie, le jour le plus long commençait pour la Côte d'Azur. 1200 navires et 400 000 hommes allaient être engagés dans l'opération Dragon. Des îles d'Hyères à la baie d'Aguet, la bataille allait faire rage sur 100 km de littoral. Il avait fallu 5 jours pour regrouper et amener jusqu'ici la puissante armada protégée par la 8e flotte américaine de l'amiral Hewitt et l'escadre française de l'amiral Lemonnier. Sous les ordres du général Delattre de Tassigny, 300 000 combattants français et 100 000 américains. Le corps expéditionnaire français n'est encore que l'armée B. Dans 8 mois, il deviendra Rhin et Danube. Les premiers échelons prennent pied à 8 h du matin. Dans la nuit, des commandos ont débarqué au Cap-Nègre, à la pointe de l'Esquillon et aux îles du Levant. Et pour couper la retraite de l'ennemi, 10 000 parachutistes ont été lâchés près de Draguignan. Malgré l'effet de surprise, les combats sont très durs. En dépit de ses effectifs réduits, la 19e armée allemande se bat avec acharnement. Chaque fortin, chaque point d'appui nécessite un siège en règle. Mais l'offensive se développe inexorablement. Et au soir de ce 15 août, la mission fixée par l'état-major allié peut être considérée comme intégralement remplie. Dès le lendemain, les divisions françaises qui n'avaient pas été engagées le premier jour peuvent débarquer avec tout leur matériel. Elles vont immédiatement prendre le relais des éléments de premier échelon. L'intention de l'état-major allié est de ratisser les massifs des Maures et de l'Estérel, puis de s'emparer de Toulon et de Marseille, dont les ports sont indispensables au débarquement des renforts. C'est aux 7 divisions françaises que sera confiée cette mission. L'offensive est menée tambour battant. Le général Delattre n'a pas voulu attendre pour attaquer d'avoir tous les moyens à sa disposition. Dès le 20 août, le mont Redon est pris, la route Toulon-Marseille est coupée. Le lendemain, Bandol et Hyères sont atteints. Le 22, le mont Faron est pris, c'est une brèche dans la défense de Toulon. L'un après l'autre, les 30 forts qui défendent la ville devront se rendre. La garnison de Toulon avait reçu l'ordre de tenir jusqu'au bout. Elle capitulera après 5 jours de combat. Depuis le début de la bataille, les Français ont perdu 3000 hommes, mais 20 000 Allemands sont tombés entre leurs mains. Le général Patch, commandant en chef de l'opération Dragon, avait donné 20 jours aux Français pour prendre Toulon. 12 jours leur ont suffi. Sans prendre le temps de souffler, l'armée française est déjà aux portes de Marseille, où l'insurrection a été déclenchée le 19 août. Par un audacieux mouvement tournant, le général de Montsabert est parvenu sur le flanc des positions ennemies.
La garnison allemande se défend avec acharnement, les combats font rage un peu partout, en particulier autour de Notre-Dame de la Garde, qui sera investie par surprise. L'ennemi devra capituler. Les 4000 combattants de la division Montsabert ont eu raison des 16 000 Allemands du général Scheffer. Les prévisions de l'état-major allié sont bouleversées. Le général Delattre disposait de 40 jours pour s'emparer de Marseille. Au soir du 14e jour, grâce à l'habile manœuvre de Montsabert, il peut télégraphier au quartier général allié « Mission accomplie ». Et le 29 août 1944, tout Marseille acclame la première armée française libératrice de la Provence. Première victoire d'une longue série qui ne devait s'achever qu'avec la guerre, au cœur même du territoire ennemi, sur le Danube. Lausanne, c'est cette année sur 600 000 m² le lieu de l'exposition nationale suisse qui n'est organisée que tous les 25 ans. Et c'est l'invitation à un étrange voyage dans l'avenir qui passe avec le train monorail devant des transformateurs qui jettent des éclairs de science-fiction. Dans un univers industriel, des roues d'acier composent d'étranges tableaux mécaniques. Même les produits alimentaires semblent mobilisés pour susciter un monde abstrait du devenir. Demain commence aujourd'hui à Lausanne. Dans sa sobriété architecturale, une avenue de Paris au mois d'août traduit avec éloquence un phénomène migratoire qui n'est pas sans apparenter l'homme aux hirondelles et autres canards sauvages. Phénomène complexe du reste, qui a poussé des compagnies entières de Parisiens à déserter leur logis séculaire, tandis que d'autres compagnies sont venues planter leurs tentes sur les bords de la Seine. Est-ce à dire que l'homme, en cette saison, se laisse aller plus facilement à imiter les bêtes? Sans vouloir tirer des conclusions, des rapprochements s'imposent. C'est un certain goût malsain pour le contact direct. Ce sont certaines ressemblances. C'est un certain comportement dans certaines situations données. Une certaine façon de grignoter. Une certaine manière de donner une solution à un problème. C'est encore une certaine façon de se laisser aller à un impérieux instinct qu'il faut bien nommer instinct de la conversation. Etc. 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 Tant et si bien qu'on se demandera souvent qui imite qui. On pourrait continuer ainsi longtemps le jeu des ressemblances. Le temps des vacances en est prodigue. Plouf! Dans une villa de Baden-Baden, vit retiré l'homme qui fut du côté allemand au centre des heures dramatiques de la libération de Paris. Il y a 20 ans, cet homme, le général von Choltitz, était le dernier gouverneur militaire allemand du Grand Paris. Il fut celui qui aurait pu réduire la capitale en cendres. Souvenons-nous, le 20 juillet 1944, la bombe déposée par von Stauffenberg avait pratiquement rasé le quartier général de Hitler à Rastenburg. Le complot des généraux n'avait pourtant pas avancé d'un jour l'heure de la paix. Hitler avait échappé par miracle à la mort et sa blessure légère ne l'empêchait pas dès le lendemain de rendre visite à l'hôpital aux nombreuses victimes de l'attentat.
La répression fut terrible. On vit des généraux pendus à des crocs de boucher. L'opposition écrasée sans ménagement, la cohorte des fidèles se resserra. Contraint au suicide, le maréchal Rommel avait droit à des funérailles nationales. Par un raffinement suprême de cruauté, son fils et sa veuve avaient été obligés d'assister à la cérémonie. Von Stülpnagel, gouverneur de Paris, avait été lui aussi acculé au suicide. Dans le même temps, la division Leclerc débarquait et allait participer à la bataille de Normandie. C'est à l'heure où les chars français foncent à travers les villages que Hitler fait appel au général von Choltitz pour en faire le nouveau gouverneur de Paris. Le général a confié à notre reporter, dans son français hésitant, l'impression pénible que lui laissa l'entrevue. Ce jour-là, j'avais été convoqué au grand quartier général à Rastenburg. Hitler n'était pas remis de l'attentat du 20 juillet. Il était très nerveux, ses mains tremblaient. C'était le 7 août. 2 jours plus tard, von Choltitz arrive à Paris et s'installe à l'hôtel Meurice dans le rôle fixé par Hitler, celui de commandant d'une forteresse assiégée. Un va-et-vient inhabituel traduit la gravité de la situation. Le déménagement des administrations allemandes a commencé, tandis que du quartier général du Führer, l'ordre est venu de préparer la destruction de la capitale. Sur le front normand, les armées alliées avancent. Avec elles, la 2e DB qui progresse dans un combat difficile, mais victorieux. L'ordre pourtant n'est pas encore donné de foncer sur Paris. Et voici que l'aube du 19 août se lève sur une ville silencieuse. Soudain, des coups de feu. D'autres répondent. Paris s'est soulevé. Avec un armement improvisé, la résistance est passée à l'attaque. 2000 agents de police tiennent la préfecture. La bataille va durer plusieurs jours. Elle oppose les hommes aux moyens dérisoires aux chars tigres qui patrouillent. Contre les chars, les barricades ne sont pas des obstacles redoutables. Mais Paris se bat. Et Paris pourtant ignore la menace terrible qui pèse sur lui, tandis que l'on relève les premiers blessés et que l'on compte les premiers prisonniers. Von Choltitz reçoit en effet télégramme sur télégramme, et il nous dit pourquoi, pour la première fois de sa carrière de soldat, il n'obéira pas. Le 22 août, je recevais le fameux ordre m'ordonnant de brûler Paris, les ponts, les usines. Das télégramme signé Hitler. Stupulé, Paris sera brûlé. Si pour la première fois j'ai désobéi, c'est parce que je savais qu'Hitler déraisonnait. Ce répit, la 2e DB l'a mis à profit pour voler vers Paris insurgé. Leclerc est à Versailles. Il a dépêché en avant-garde 3 chars qui ont pu atteindre l'hôtel de ville dans la nuit du 24 août. Toutes les cloches de Paris se sont mises à sonner. Dans son salon de l'hôtel Meurice, von Choltitz écoute. Le 24 août, les cloches de Paris sonnaient. J'appelais le général Speidel. Je lui fis mes adieux. 7 jours plus tard, Speidel était arrêté parce qu'il n'avait pas bombardé Paris. C'est fini. Le lendemain verra les derniers combats. En même temps qu'apparaîtront les premiers drapeaux, Paris, d'un même geste, fera disparaître les traces de 4 années d'occupation. La division Leclerc entre dans la capitale par la porte d'Orléans et la porte de Saint-Cloud.
von Choltitz capitule. Place de l'Opéra, les dernières pancartes de l'occupation alimentent les feux de joie. Et prenant d'assaut les chars, les Parisiennes font la connaissance du premier soldat américain. Je suis très content de Paris. Et, les peuples de Paris est beau et joli. Paris déborde d'allégresse. L'enthousiasme va jeter une ville entière vers les Champs-Élysées quand le général de Gaulle remontera la voie triomphale. Il y a 20 ans, Paris libéré, c'était cela, la joie. Mais Paris revenait de loin. Paris avait failli brûler. Quelques rares fumées flottaient encore dans le ciel de la capitale. Ce n'était pas le brasier qu'avait rêvé Hitler.